Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes de retour avec le débat de TSA Direct. On est donc en direct sur tous les supports de TSA, tout sur l'Algérie, sur Facebook, sur YouTube et sur le site de TSA. La vidéo, vous allez aussi la retrouver sur le site cet après-midi et on va parler économie avec, pardon, avec M. Salah Eddine Abdesmed, qui est le président donc, du Conseil national de concertation pour le développement de la PME, petite et moyenne entreprise. Monsieur Abdesmed, bonsoir. Bonsoir, c'est Faisal. Merci pour votre invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté. Donc, on va parler de la PME. Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. C'est vrai que souvent on parle de développement de PME, mais qu'en est-il réellement c'est Abdesmed, le Conseil national de concertation pour le développement de la PME est tout récent. Vous avez commencé, il me semble, en janvier dernier. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter brièvement ce conseil? Très brièvement, le conseil fait partie d'un nouvel arsenal qui est destiné au développement de la PME. Ils sont venus donc à travers la nouvelle loi d'orientation de la PME qui a été donc promulguée en janvier dernier, donc il y a à peu près un peu plus d'une année. Cette loi prévoit tout un dispositif d'accompagnement, de développement à travers un certain nombre de dispositifs donc, qui vont toucher les jeunes entreprises, un fonds d'amorçage, mais plusieurs autres aussi dispositifs qui vont toucher la modernisation de la PME et son organisation. Donc des dispositifs qui restent à compléter. Il y a des textes qui vont arriver dans les prochaines semaines d'application. Un deuxième sujet qui est très important, c'est la nouvelle agence du développement de la PME. Oui. Par contre, cette agence-là, on attend toujours son statut et on espère que son statut sera le plus agile possible, que ça soit une véritable agence pour le développement et qu'elle ait véritablement une marge de manœuvre qui lui permet vraiment de déployer tout l'arsenal que vont mettre en place les pouvoirs publics pour accompagner la PME de sa création à son développement et surtout à sa pérennité. L'agence va dépendre du conseil? Non, l'agence va dépendre du ministère de l'Industrie. Oui. C'est la future agence qui va remplacer ou compléter l'agence actuelle, l'Agence nationale de développement de la PME, qui existe toujours, mais son statut a fait que cette agence n'ait pas atteint l'ensemble de ses objectifs. Oui. Donc aujourd'hui, le statut doit être le statut le plus agile possible, parce que c'est la seule solution. Nous avons des exemples dans beaucoup de pays qui ont mis en place des dispositifs similaires. Si l'agence reste cantonnée dans un rôle administratif, malheureusement, on n'atteindra pas les objectifs. Si l'agence prend un véritable statut agile qui lui permet véritablement une véritable marge de manœuvre, là, on pourra véritablement déployer l'ensemble de ces dispositifs. Le troisième point, c'est notre conseil, le Conseil national de la concertation pour le développement de la PME. Pour l'instant, c'est la seule entité qui est opérationnelle. Nous sommes opérationnels depuis le début de cette année. Pendant 3 mois, on s'est surtout attelé avec tous mes collègues membres du bureau pour organiser le conseil, déjà, et pour écrire notre plan d'action 2018. Très brièvement, je vais vous citer les trois missions les plus importantes du conseil. C'est la concertation. Ce conseil vient consacrer la concertation à tous les niveaux pour tout ce qui touche aux PME, sachant que le conseil est organisé et ses membres ne sont pas des entreprises, mais ce sont des associations. D'accord. Donc, le conseil est composé d'associations. De patrons. Il y a le patronat, bien sûr. Moi, je suis rentré dans ce conseil par l'intermédiaire de mon organisation, le Forum des chefs d'entreprise. Il y a le CEMI, la Chambre nationale de commerce et d'industrie, mais l'ensemble des autres aussi filières. Donc, on a la PAB, on a l'association des faïenciers, des revêtements, et on a aussi des associations à caractère national, mais aussi des associations à caractère régional aujourd'hui. Donc, voilà un peu la composition. Avec le législateur nous a mis un plafond, puisqu'on a on peut avoir un maximum de 120 membres. Donc la première mission centrale qui est la concertation. C'est-à-dire que vous vous concertez entre vous? On se concerte. Donc c'est comment bâtir la concertation entre toutes les parties prenantes qui agissent autour de la PME, donc l'environnement, les autorités, mais aussi les filières. Je vais revenir par la suite sur ces filières-là et le travail qu'on veut faire. Bien sûr, la concertation se fait avec les membres qui ont vraiment déployé des plaidoyers, qui ont vraiment participé à faire avancer l'entreprise d'une manière générale.
Le deuxième point est un point qui à notre sens, central également, c'est tout ce qui tourne autour de l'organisation de ces associations. Il y a aujourd'hui des filières en Algérie qui ne sont pas organisées. Ils ne sont pas encore organisés. Qui ne sont pas représentées. Tu prends, par exemple, la plasturgie. Oui. Vous avez l'électronique, l'électroménager qui devient aujourd'hui une plateforme importante. Importante, oui. Des acteurs importants, des acteurs qui commencent à être sur le marché international, mais malheureusement, ils ne sont pas représentés. Un manque de représentation, c'est aussi un manque d'écoute. D'écoute, absolument. De connaissance de ce que souhaite la filière, de ce qui manque à la filière. Donc vous allez aider à ce que ces filières s'organisent. Les structurer. Donc les structurer, faire en sorte qu'ils puissent construire des plaidoyers par filière, parce que la connaissance de la filière aujourd'hui est centrale. Quand vous voyez et vous essayez de mettre sur la table l'ensemble des dispositifs d'aide et d'accompagnement des entreprises, vous allez trouver aujourd'hui une vingtaine de dispositifs qui sont gérés plus ou moins par 4 à 5 départements. Mais ces dispositifs restent très généralistes. Ils ne s'adressent pas ni à la filière, ni au segment de filière. Par exemple, on s'adresse à l'électronique. Vous allez trouver 5-6 grands groupes qui structurent toute la filière d'électronique. Mais après ça, vous avez des PME, des TPE qui sont toujours dans la même filière, qui peut-être travaillent sur du soft. TPE, c'est les très petites entreprises. Très petites entreprises, ou des startups qui arrivent avec des logiciels. Si on arrive à construire ces pyramides avec les entreprises qui structurent la filière, des PME qui sous-traitent à ces grands donneurs d'ordre qui sont les grands groupes, et des startups qui travaillent aussi dans ce... On peut beaucoup mieux appréhender l'environnement, que ça soit au niveau financier, au niveau des dispositifs d'aide et d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une entreprise qui aujourd'hui est sur l'international, est-ce qu'elle a le même besoin qu'une start-up, mais qui travaille toujours dans le même fait? Non. Ce n'est pas les mêmes besoins, absolument. Il faut adapter les besoins en fonction de la maturité de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. De la pénalité économique aussi. Et aussi, surtout une entreprise qui démarre, et une entreprise qui est sur un stade d'internationalisation, les demandes sont totalement différentes. On pourra en revenir même sur quelques spécificités. Le dernier point, c'est l'information économique. L'information économique est centrale. Vous voyez qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'initiatives au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des associations. Il y a aussi beaucoup de manque d'informations. C'est central. Et je vais les statistiques, tout ça. Là-dessus, aujourd'hui, il y a un gros chantier au niveau des chefs d'entreprise qui entreprend une grande enquête, une cartographie, mais à l'échelle nationale actuellement. Vous avez aussi un travail qui est fait au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un travail important qui est en train d'être fait dans plusieurs départements ministériels pour arriver à cette cartographie économique nationale, qui est clé. Pourquoi cette cartographie et cette connaissance économique? On se retrouve à un paradoxe où il y a des investisseurs qui ont des moyens et qui ne trouvent pas sur quel créneau investir. Et en face, vous avez des créneaux qui sont en surinvestissement et qui commencent à être saturés. Plus encore, on assiste à une destruction de valeur, mais à l'échelle nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, les briqueteries, on arrive au terme donc, un peu de l'investissement et de la saturation du marché, mais il y a encore des personnes qui investissent sur les briqueteries. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Donc on va sur un syndrome qui ressemble au syndrome des minoteries qu'on a connu. Les minoteries, les briqueteries, Ce qu'il faut aujourd'hui, l'information économique doit être disponible au niveau des opérateurs économiques pour avoir le choix d'investir sur des créneaux porteurs, sur des créneaux qui sont invisibles. Doit être partagée aussi, l'information. Elle doit totalement partager, transparente. On ne va pas la concentrer sur une seule personne. Et d'un autre côté, les pouvoirs publics et l'environnement des affaires, les banques aujourd'hui, comment font les ratings sur les risques, les banques aujourd'hui? Il y a très peu d'investissement sur les acteurs déjà présents, mais également sur la nature des créneaux qui sont plutôt avec des créneaux de croissance possibles dans les prochaines années, mais également des créneaux qui arrivent à saturation. Saturation, oui. Et souvent, on est arrivé à des saturations. La dernière fois, il y avait beaucoup de premiers ministres ces derniers mois qui ont parlé justement des briqueteries, des minoteries, etc. Et comment se fera donc la concertation avec les pouvoirs publics, avec le ministère? Comment le travail va se faire? Alors, vous savez que le Conseil est formé d'associations, mais il est formé aujourd'hui aussi de représentants de 7 ministères qui sont membres. Vous savez, c'est un organisme, j'allais dire public, mais avec toute la composante des entreprises et des associations qui viennent de tous bords. Donc nous sommes là
et avec ça, ça montre aussi la volonté des pouvoirs publics d'installer la concertation. Cette concertation n'est pas uniquement au niveau du Conseil, qui va travailler sur des textes, qui va travailler l'information économique. On lance aussi un projet d'index de la PME. On n'a pas les moyens de faire une cartographie aujourd'hui, on a les moyens organisationnels, ni les moyens ça coûte beaucoup pour le faire. C'est énorme, c'est vraiment... Par contre, on fait quelque chose qui a la dimension du Conseil et qui va nous permettre très vite d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, même si ça sera dans un premier temps flou, mais ça sera dynamique. Ça veut dire on continue. Tous les ans, on aura des statistiques sur la PME, mais ce qui nous intéresse derrière, c'est... Qui seront publiées. Totalement. Ce qui nous intéresse surtout derrière, c'est comment organiser nos marchés et surtout nos filières. Ça va être fondamental, c'est un travail fondamental à faire. C'est une priorité pour vous, l'organisation des filières. C'est une priorité pour nous, mais je pense que c'est une priorité aujourd'hui également pour le gouvernement, parce que quand vous êtes dans une situation où il y a une raréfaction un peu de la finance, il faut quand même pouvoir investir pour avoir une rentabilité certaine. Donc aujourd'hui, la connaissance des filières, c'est plus de visibilité pour les investisseurs, plus de visibilité pour les pouvoirs publics pour adapter leur dispositif d'aide, d'accompagnement à ces filières. Et de là, c'est surtout avoir, dans le cadre de cette concertation, un cap sur des filières prioritaires qui sont vraiment prioritaires en termes d'aide, en termes d'accompagnement. Sur ces filières-là, il ne faut pas oublier également toutes les nouvelles start-up et toutes les jeunes entreprises et surtout les filières qui démarrent. Nous essayons aussi de mettre de mettre de la visibilité sur des filières comme les énergies renouvelables. Qui ne sont pas très visibles. Qui ne sont pas très visibles, mais à travers ce qu'on fait au niveau du FCE, par le Club Énergie, à travers le cluster énergie renouvelable, à travers ce qu'on fait aussi au niveau du Conseil, c'est une filière qui commence à être visible. Ce qui a donné lieu à beaucoup d'investissements, c'est Moutaoui depuis 2 ans, beaucoup d'investisseurs qui ont vu qu'il y a un créneau vraiment qui a de l'avenir, un programme ambitieux qui va certainement, vous avez suivi comme moi les déclarations de M. le ministre de l'Énergie, les premiers appels d'offres vont sortir dans les prochaines semaines, puisqu'il a annoncé ça la semaine dernière. La semaine dernière, Des investisseurs sont en ordre de bataille aujourd'hui pour répondre à cette bataille, mais c'est grâce à tout ce travail de visibilité qu'on a donné à ce secteur-là, parce que c'est un secteur où on peut créer des milliers d'entreprises, mais surtout des milliers d'entreprises dans différents domaines. Les gens du BTP vont travailler parce que le génie civil est important, les gens qui font des câbles vont travailler, des batteries, le panneau solaire, les structures métalliques. Vous avez aussi des gens qui vont travailler dans la maintenance, des jeunes qui vont travailler également dans tout ce qui est soft, qui vont gérer ces fermes-là. Donc, on peut avoir un véritable boost sur la création d'emplois, mais aussi d'entreprises également. Parce que notre économie, quand même, souffre, il faut le dire, d'un faible taux de création d'entreprises. Aujourd'hui, nous sommes autour d'1 million. On est autour d'1 million d'entreprises en Algérie. La plupart des TPE. C'est peu. TPE, c'est une très petite entreprise. 97% selon le dernier sondage, selon la dernière enquête de... C'est très faible, là, pour un pays comme l'Algérie. Premier pays en Afrique, l'Algérie a un potentiel pour tourner avec 2 millions. Aujourd'hui, on a à peu près entre 17 et 20 entreprises pour 1000 habitants. La moyenne régionale est à un peu plus de 35 entreprises. Et comment expliquer cette situation? Pourquoi la création pose problème? Moi, je pense que d'ailleurs, les 1 million d'entreprises ont été créées durant les 15 dernières années. Donc, le dispositif déjà d'aide en SAGE-CNAC, on y est au moins pour plus de la moitié de ces entreprises-là. Vous voyez, l'expérience algérienne en termes d'ouverture des secteurs est relativement récente, si on doit se comparer à nos voisins. Aujourd'hui, l'esprit d'entrepreneuriat aussi, nous souffrons aussi de ce déficit. Aujourd'hui, il faut aller, et nous avons un projet au niveau du Conseil, d'aller travailler ces points-là à tous les niveaux. Y compris au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'université, mais aussi au niveau des pépinières qui aujourd'hui sont là. Il y a 26 pépinières d'entreprises au niveau national. Il faut accompagner ces jeunes entreprises, mais il faut aussi faire un gros travail sur l'esprit d'entreprendre en Algérie. Parce qu'on ne peut pas s'improviser
entrepreneur du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Il faut susciter l'intérêt pour créer une entreprise. Mais souvent, les créateurs d'entreprises et les investisseurs se plaignent de la bureaucratie, se plaignent des lenteurs bureaucratiques, des attentes, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des banques, au niveau des structures économiques censées aider à créer les entreprises. Comment sortir justement de ces difficultés? Comment les surpasser? Il y a une réalité en Algérie. Oui. La bureaucratie, aujourd'hui, tous les investisseurs, tous les chefs d'entreprise qui investissent qui ont des investissements dans des biens de production ou de services, se plaignent de bureaucratie. Et encore, le gouvernement lui-même aujourd'hui se plaint de la bureaucratie qui aujourd'hui ralentit fortement le potentiel algérien. Mais en parallèle, tout ce que nous avons déployé, le plaidoyer du FCU en 2014, mais d'autres initiatives, d'autres organisations, ont fait bouger les lignes. Aujourd'hui, on prend le foncier industriel, qui est un élément central du climat des affaires. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même qu'il y a 5 années. C'est clair. Aujourd'hui, quand vous voyez encore la demande, qui pour moi est un élément, est un indicateur important, vous voyez qu'il y a encore la demande qui est supérieure à l'offre. Ça veut dire que malgré la situation économique depuis 4 ans, malgré ce qu'on peut dire sur le climat des affaires, l'Algérien a encore confiance dans son économie, dans son pays, dans le potentiel de son économie. Et quand vous voyez les demandes, elles sont importantes, donc pour moi c'est un indicateur. Mais en même moment, allez voir des zones importantes, à Rilizane, à Chlef, à Bouira, Chlroumlaï, allez voir ce qui est en train d'être implanté depuis moins de 2 ans. Donc la demande est forte. Les gens ont confiance, sinon, vous savez, dans le business, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Donc les gens continuent à investir, et ça c'est positif. La deuxième chose, des zones rentrent en activité, et donc commencent un peu à desserrer les taux sur cette problématique de foncier. Il reste encore beaucoup à faire sur l'aménagement de ces zones, de leur livraison pour accélérer. C'est là où il y a quelques soucis, où on peut aller un peu plus vite. Sur le financement également, il y a des dispositifs qui viennent d'être pris encore. Sur la nouvelle loi d'orientation de la PME, on va avoir ce fonds d'amorçage qui est destiné aux startups. Il n'a pas encore été créé. On attend juste les textes d'application dans les prochaines semaines. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment accompagner les entreprises. Mais également, la dernière directive... Ça veut dire, avant de terminer avec la dernière directive, le fonds, on va un peu aider les entreprises qui naissent. Il va avoir un peu... Surtout les startups. Les startups, qui ont vraiment du mal à présenter des business plans qui peuvent être bancables vis-à-vis d'une banque ou d'un crédit classique. D'accord. Il faut sortir des crédits classiques pour ce type d'entreprise. Aujourd'hui, il va y avoir aussi l'ouverture des FNI, des fonds d'investissement régionaux pour la PME. D'accord. C'est une décision qui a été prise en mars dernier sur un décret exécutif. Il y a aussi l'amélioration aussi du traitement des dossiers, mais surtout l'amélioration de la gouvernance des dossiers d'investissement au niveau des banques. Aujourd'hui, il y a un problème aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'investisseur, pour présenter de bons dossiers bancables, mais également parfois de certaines banques pour aussi avoir la ressource qui traite ces dossiers d'investissement et qui comprennent des dossiers parfois. Vous savez, une start-up qui travaille sur un logiciel aujourd'hui ne peut pas proposer un business plan comme quelqu'un qui a une usine, une machine et tout le reste. C'est l'âge numérique. Est-ce que justement le numérique est une des priorités pour développer? Parce que le numérique, c'est vraiment l'économie du futur, selon les experts. C'est plus qu'une priorité. C'est une condition sine qua non d'accélération de nos réformes. Vous avez parlé de bureaucratie. Vous voyez quand même qu'en quelques années, de mon bureau, je peux retirer mon casier judiciaire. Et que toutes les communes sont reliées et vous pouvez retirer vos papiers un peu partout. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la justice. Comme citoyen, c'est exceptionnel. On peut aujourd'hui aller se renseigner, retirer ses papiers à distance ou sur place. Ce qu'on attend, c'est que l'administration économique rentre dans cette ère-là. Et cette transformation digitale de l'administration économique va fortement accélérer les réformes. Elle va aussi bypasser, c'est-à-dire court-circuiter tout ce qui est bureaucratie, et quand on dit bureaucratie, également tout ce qui est corruption. C'est lié. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites. Samedi dernier, à l'Horacie, nous avons présenté le nouveau portail de création d'entreprises. En quelques semaines, en 2 semaines, 200 entreprises ont créé leur entreprise
en 1 heure sur ce portail-là. Ouais. Nous avons fait la démonstration avec nos amis de la Chambre des notaires qui sont partenaires, parce que cet outil se trouve au niveau des notaires, donc ils l'ont présenté. C'est opérationnel. D'autres initiatives fortes doivent être prises également au niveau de l'administration économique. Donc, est-ce que là, on va en Algérie s'acheminer vers la possibilité de créer une entreprise dans une journée? C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas des mots en l'air. Nous avons fait la démonstration. Il y a plus de 200 entreprises et surtout des startups qui ont créé leur entreprise en quelques clics. Et ça, on l'a vu. Alors, après, il y a des petites problématiques de connexion, on connaît tous, mais l'outil, il est là, il est au niveau des notaires, il est déjà déployé, il est opérationnel. Et des entreprises l'ont déjà utilisé. Ça fait partie de l'environnement et surtout de la transformation digitale de l'administration économique qui est, de mon point de vue, incontournable pour accélérer les réformes. Est-ce que l'agriculture est un secteur qui vous intéresse? L'agriculture aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'investisseurs qui s'orientent vers l'agriculture en termes de diversification de leur portefeuille, toutes les personnes qui sont autour de moi, chefs d'entreprise, y compris la personne qui est en face de vous, sont intéressées sur des investissements dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous savez, l'Algérie, quand vous voyez juste en termes de potentiel, l'Algérie est passée de moins de 100 hectares irrigués en 2000 à plus de 1 300 000 hectares. Tout ça, c'est fait. Donc l'État a mis les moyens, mais aujourd'hui, c'est exploité par des agriculteurs, par des grands investisseurs, mais l'agriculture également, il faut la participation. Vous savez, quand on passe de 100 hectares irrigués à 1 300 000 en 15 ans, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des productions qui vont arriver sur le marché, on va avoir des problèmes de commercialisation, de stockage. Déjà, on a ce problème. On les a sur certaines filières. Notamment à Bira, plutôt à l'Oued, à Biskra. Aujourd'hui, le relais doit être pris par l'industrie de transformation, les industries agroalimentaires. Aujourd'hui, ça se met en place et très sincèrement, le potentiel est énorme pour la satisfaction du marché local, mais également pour l'export. Vous savez, notre agriculture a souvent souffert du manque de visibilité pour les agriculteurs. Parce que dans le monde entier, quand vous avez une agriculture organisée, les produits qui sont produits ont 4 destinations. Ils ont le marché tout de suite, ils ont le stockage, ils ont la transformation, et ils ont l'export. Ou l'exportation. Nous, on n'a qu'un seul débouché, c'est le marché. Et c'est pour ça que nous avons ces cycles de forte disponibilité des prix qui chutent. Et après, tout le monde se retire parce qu'on perd de l'argent. Bien sûr. Raréfication, l'offre dépasse la demande et les prix augmentent. Donc aujourd'hui, si le relais n'est pas pris par surtout l'industrie de transformation qui est aujourd'hui clé pour poursuivre ce boost qu'a connu notre agriculture, le stockage qui est important, qui est intermédiaire entre les deux, et l'export, parce que nous avons une place stratégique, nous avons des terres et des primeurs qui peuvent vraiment intéresser beaucoup de pays. Je pense que sur l'agriculture, le potentiel est énorme pour notre pays, que ce soit pour les agriculteurs eux-mêmes, mais également pour toute la partie agroalimentaire. Et surtout pour l'exportation, parce que souvent les agriculteurs ou ceux les producteurs se sont plaints, notamment ces derniers mois, parce qu'on a vu des productions records de pommes de terre, par exemple à l'Oued, ou de la tomate, etc. Mais c'est toujours très compliqué d'exporter. Est-ce que vous allez réfléchir pour que justement l'exportation soit plus facile? L'exportation est un métier. Oui. On ne peut pas du jour au lendemain s'improviser exportateur parce qu'on a un peu plus de pommes de terre ou de tomates. D'accord. C'est toute une démarche. Et l'agriculteur, le transformateur, n'est pas nécessairement le meilleur placé pour exporter. Il faut des plateformes logistiques d'export, il faut des partenariats avec des marchés, en particulier des marchés européens qui sont les plus proches de nous, mais aussi d'autres marchés. Africains notamment. Mais l'Europe peut être vraiment un débouché exceptionnel pour notre agriculture. Là, il faut véritablement travailler sur les plateformes logistiques, nouer des partenariats, parce qu'il n'est pas aisé de rentrer sur des marchés. Il faut avoir les bonnes connexions, les bons réseaux pour ces marchés-là. Donc, il faut aussi pouvoir intéresser des partenariats sur cette partie-là. Mais les plateformes logistiques,
Et le métier d'export, on ne lui a pas donné l'importance qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés dans la vente et l'achat. Mais je ne suis ni agriculteur, ni industriel. Il faut faciliter également le travail et encourager ces gens-là. Des brokers, c'est-à-dire des traders, qui peuvent vendre et acheter. C'est ces gens-là qui sont les plus efficaces pour faire de l'export. Oui, parce que souvent on a entendu, notamment ces dernières semaines, des responsables dire que pour exporter, il faut produire. Or, souvent la production, elle est là. Et ce qui manque, c'est ce que vous avez développé. Donc, les plateformes d'exportation, mais également une vision d'exportation. Pourquoi les filières Quand une filière s'organise, la filière pomme de terre, la filière tomate, elle va s'organiser, et quand elle s'organise, on va avoir les superficies nécessaires, les bons outils techniques pour accompagner ce développement de cette filière-là. Vous allez avoir des donneurs d'ordre. C'est qui les donneurs d'ordre? C'est les industriels. C'est l'industriel qui va dire, moi je veux tel calibre, telle variété, pour mon industrie de transformation, pour pouvoir utiliser des intrants, donc des matières premières, au lieu qu'ils soient importés, locaux. Donc ils sont calibrés. La deuxième chose, le deuxième donneur d'ordre, c'est ces plateformes d'export. D'exportation, je vais dire, monsieur, c'est bien, vous avez de la pomme de terre, mais moi, les pays et les marchés qui me demandent de la pomme de terre, ce n'est pas la bonne variété, ce n'est pas le bon calibre. Mais quand vous avez ces deux donneurs d'ordre, l'industriel qui va structurer votre amont agricole, l'export qui va structurer, là vous allez avoir une filière qui sera totalement intégrée. Là on pourra véritablement parler d'export, mais vraiment sur une projection à moyen et long terme. Aujourd'hui, c'est des coups de fusil. Des coups de fusil, est-ce que c'est pas des coups de fusil, c'est pas lié au fait qu'il n'y a pas, en fait, l'économie, il n'y a pas de réelle organisation de l'économie dans sa globalité. On produit, parfois, il y a de la surproduction, on ne sait pas quoi en faire. Parfois, il y a un manque, on va parler vers l'importation. Et parfois, quand on importe, on dit qu'on est en train de concurrencer les productions nationales. Est-ce que ce n'est pas une question d'organisation économique en fait? J'ai commencé par ça. Et parmi les missions du Conseil, même si l'agriculture a d'autres structures, mais parmi les missions du Conseil, c'est vraiment les filières. Les filières, vous ne pouvez pas demander à l'État d'organiser la filière. Les filières, ce sont les acteurs de la filière qui doivent organiser la filière. Les professionnels. L'État est là pour simplifier. Pour accompagner, pour encourager, pour complètement mettre en place ce qui va accompagner le décollage de ces filières-là. Mais si les filières et les membres de ces filières-là ne sont pas organisés, ça va être difficile. C'est très difficile. Parce que l'État ne va pas aller dans le détail de toutes les filières. Et elle ne va pas aider toutes les filières au moment, parce que c'est aussi une question de moyens et d'organisation. Est-ce que tous les professionnels, notamment les qui interviennent dans la sphère économique, ont cette conscience de s'organiser dans une filière? Tout ce qui existe aujourd'hui, le FCE, le CEMI, la chambre, les différentes chambres, des espaces comme le Conseil, essayent de pousser vers l'organisation des filières. Parce que c'est le seul moyen. Au niveau, par exemple, du Forum des chefs d'entreprise, on a travaillé les grands sujets, qui sont des sujets transverses. On va travailler le financement, on va travailler le foncier, on va travailler tout ce qui est administratif, mais on va travailler des sujets transverses pour aller sur le détail de chaque filière. C'est qu'en ayant des filières organisées et qui ont une connaissance vraiment totalement précise de leur métier, des problématiques de leur métier, de leurs ambitions sur ces métiers-là, on peut véritablement demander des choses beaucoup plus précises. Beaucoup plus précises donc pour l'organisation. Et Monsieur Abdessamad, il y a un autre conseil qui s'appelle le Conseil national consultatif pour la promotion des PME. Ça, c'est l'ancien conseil. C'est l'ancien conseil qui a été dissous. Et le conseil, donc, que le remplace. J'ai l'honneur de présider, donc, vient avec quelques modifications sur la concertation, sur le développement, sur notre participation, qui est venue à la faveur de la nouvelle loi d'orientation sur la PME. D'accord. Donc notre conseil n'existe pas. Donc votre conseil le remplace. Absolument. D'une autre manière. Tout à fait raison. On a parlé d'exportation, on va parler un peu d'importation également, parce qu'il y a toute une polémique ces derniers jours
notamment avec l'Union européenne, qui a un peu critiqué les mesures décidées par le gouvernement algérien pour limiter les importations, parce que l'Algérie a des difficultés financières en raison de l'effondrement des cours pétroliers, qu'il faut économiser la devise et également protéger la production nationale, selon ce qui a été dit par le Premier ministre, M. Yahya, et son prédécesseur, M. Tebboune. Vous-même, vous avez un peu critiqué la réaction du Conseil de l'Union européenne, puisque l'Union européenne dit qu'il faut appliquer l'article, ou menace d'appliquer l'article 100 de l'accord d'association qui a été signé par l'Algérie en 2002 et entré en vigueur en 2005. C'est le règlement des différends. Vous avez répondu d'une manière très claire à ces critiques et à ces presque accusations de l'Union européenne. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que l'Union européenne. Vous avez vu la Banque mondiale. La Banque mondiale, oui. Quelques jours après, avec une nouvelle version de son dossier. C'est assez curieux d'ailleurs. Hein. Banque mondiale. On a parlé également énormément du climat des affaires et sur ce classement de Doing Business sur lequel, bien sûr, que c'est un classement, il a une certaine crédibilité, mais on a vu que sur certains éléments sur lesquels on est revenu samedi dernier, c'était incompréhensible de la part des entreprises algériennes. Quand on est dégradé de pratiquement 69 places sur l'obtention du permis de construire, ça veut dire que l'Algérie a arrêté de construire pendant une année, depuis 2017, alors que ça veut dire qu'il y a des vraies questions. Quand on nous dégrade également sur tout ce qui est commerce transfrontalier, alors qu'on voit qu'aujourd'hui nous sommes importateurs mais aussi exportateurs. On voit qu'aujourd'hui les choses ont véritablement évolué. C'est-à-dire, on a bien parlé du climat des affaires, il y a des choses aussi qui ne vont pas, il y a des choses qui font accélérer, mais on ne peut pas aussi rester et accepter un diagnostic qui est quand même très loin du diagnostic au niveau local et comme il est ressenti par les entreprises algériennes. Concernant maintenant l'Union européenne, vous savez, l'Union européenne est un partenaire stratégique pour l'Algérie. Je ne vais pas rappeler ce qui nous lie en termes de commercial. 60% il me semble des échanges. Aujourd'hui, c'est quand même le gros réceptacle de nos exportations en énergie, gaz en particulier. Nous sommes quand même le premier ou le deuxième fournisseur, deuxième client hors OCDE, de l'Union européenne. C'est important, c'est une liaison très forte entre ces deux pays. Mais permettez-moi, de revenir un peu. Nous, on considère c'est stratégique. Est-ce que considère cette relation comme stratégique? Moi, j'ai quelques doutes. Côté européen, Vous savez, il y a eu plusieurs processus qui ont essayé un peu de structurer cette relation entre l'Europe, d'une manière générale, et la rive sud de la Méditerranée. Nous avons eu le processus de Barcelone, l'UMP, l'Union Méditerranée, nous avons eu le 5+5. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait un véritable déploiement de projets structurants qui lie véritablement ces deux régions. Et ces processus ont échoué Pour moi, ils ont surtout servi au côté européen de maintenir leur part de marché dans un marché extrêmement concurrentiel de la part des BRICS. La Chine, Brésil, Russie et de la part de la Turquie, avec une montée très forte de la Turquie. Et d'un autre côté, c'est un peu de réguler ce risque de flux migratoire qui viendrait d'Afrique, mais surtout du Sahel. Vous connaissez comme moi les statistiques qui donnent une bombe démographique dans les 25 prochaines années en Afrique, en particulier au niveau du Sahel. Et la première bande qui est entre l'Europe et le Sahel, c'est le Maghreb. Et à l'intérieur du Maghreb, vous avez le plus grand pays d'Afrique, qui est l'Algérie. Point de vue surface. Qui a 1200 km de façade sur la Méditerranée, mais surtout cette frontière avec l'Afrique. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que l'Algérie est dans une période de transition. Nous sommes en train de déployer notre nouveau modèle de croissance qui a des objectifs clairs, qui est la diversification de notre économie, l'encouragement de l'investissement et l'encouragement de la production locale. On ne peut pas avancer et avoir une Algérie forte et qu'on dit partenaire stratégique sans une Algérie forte avec une économie forte. L'Algérie ne peut pas rester et demeurer une chasse gardée des entreprises européennes. Est-ce que justement l'Algérie ne gagnerait pas à diversifier ses partenaires? Vous avez parlé d'économie, c'est-à-dire de s'orienter vers le marché africain, s'orienter vers le grand marché asiatique,
savez, pour sortir justement de cette dépendance qui ressemble à une dépendance vis-à-vis du marché vous savez, européen. aujourd'hui, la mondialisation a fait Oui. que les équilibres sont totalement, et les cartes ont totalement été distribuées. Mm. Vous savez, aujourd'hui, quand l'Europe, la France parle de son exportation, il faut revoir les échelles, hein. Mm. Aujourd'hui, la Chine, c'est pas loin de 3 000 milliards de dollars d'export. Ouais. La France, c'est un peu moins de 500 millions. Ouais. Donc, vous voyez Le décalage, ouais. ça veut dire que la Chine, c'est pratiquement l'Allemagne plus les États-Unis Ouais. en termes de puissance Réunis. mondiale. Oui. Donc aujourd'hui, les équilibres sont différents. La Chine est un acteur incontournable. C'est la future première économie mondiale Ouais. dans les prochaines années. Mm. L'Algérie, je pense, et même d'une manière générale, l'entreprise a commencé cette diversification. Aujourd'hui, même si on regarde la balance de nos importations, la Chine première, la France est deuxième, mais l'Europe reste toujours première. Et la Chine bouscule sérieusement les partenaires européens habituels. Mais l'Europe reste quand même la première. Avec les États-Unis. Et Oui. malgré la crise, Mm. l'Algérie reste le premier importateur de la région. Ouais. Donc avec l'Europe, il y a une baisse, je crois, de 2 milliards. On est passé de 22 milliards à 20 milliards d'importations. Mais malgré tout, on reste de loin le premier importateur. Donc ce qu'on attend d'un partenaire, c'est qu'il y ait un peu de compréhension. Nous sommes en train de monter et c'est légitime pour l'Algérie de construire son économie et de diversifier son économie qui passe aujourd'hui par une réindustrialisation, qui passe également par cette période difficile, par le contrôle de son commerce extérieur et de sa balance des paiements. Et est-ce que c'est pas du lobbying ce que fait l'Union européenne? Parce qu'on avait parlé à un moment donné de l'industrie du céramique espagnol, des pommes françaises, etc. Vous savez, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas raison. Mm. Ils défendent leurs entreprises, ils Mm. défendent leur économie. Oui. Comme nous, on doit défendre nos entreprises et notre économie. Mm. Aujourd'hui, les relations mondiales se fondent sur des partenariats gagnant-gagnant, Mm. mais sur l'intérêt de l'un et des autres. Mm. Aujourd'hui, et c'est Miki Desch l'a dit en début de semaine, Mm. malheureusement, cette relation avec l'Europe a été totalement déséquilibrée en faveur des Européens. Mm. Depuis qu'on a ouvert notre marché, depuis qu'on a signé cet accord d'association, je pense que les entreprises européennes et françaises en particulier ont été les premières à bénéficier des dividendes de cette ouverture. Ils ont profité. Largement. Ouais. Vous n'avez qu'à voir les chiffres. Ouais. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi en droit de demander une période transitoire. Peut-être qu'il y a d'autres dispositifs. Le gouvernement parle aussi d'une adaptation sur un peu tous les dispositifs. Ce qui nous a manqué avec cette ouverture, Mm. tous les pays ont des dispositifs non tarifaires. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, les normes sont très peu appliquées à l'entrée au niveau de nos frontières. En appliquant des normes, en mettant en place une véritable structure, il nous manque encore des centres de testage, des centres pour la qualité, pour pouvoir un peu analyser tout ce qui arrive chez nous. On pourrait déjà réduire fortement ces importations juste à travers l'application de barrières Non tarifaires, oui. et en particulier des normes, ce qui est fait dans tous les autres pays. Aujourd'hui, vous savez, on a un accord d'association avec l'Europe. Oui. Parler avec les producteurs de jus de fruits aujourd'hui. Oui. Normalement, on devrait aussi, dans le cadre de cet accord, Placer les exporter, produits. Oui. Aujourd'hui, on vous sort un petit élément parce que tout est fait sur des choses qui ne sont pas visibles. Oui. On vous sort l'élément agricole. Phytosanitaire. Non, Oui. l'élément agricole. Agricole, qui oui. est une taxe supplémentaire. Oui. Et d'ailleurs, que seuls les exportateurs algériens payent, contrairement à nos voisins, Mm. aujourd'hui, qui est de l'ordre de 30%, ce qui fait que votre produit est totalement hors du marché. Donc, il faut qu'on arrive à construire cette relation. Cette relation est stratégique, elle est incontournable entre l'Algérie et l'Europe. Je pense que les entreprises algériennes, en majorité, ont des partenariats, que ce soit au niveau commercial, technologique ou même capitalistique, avec des entreprises européennes. Et je pense que à l'avenir, compte tenu aussi de cette transformation au niveau mondial, si vous me permettez. Allez-y. Avant de terminer. Notre pays et surtout le Maghreb n'ont jamais été dans un espace où il y a eu une dynamique économique très forte. Vous savez, les années 70-80, les Européens se sont occupés de leurs voisins de l'Europe occidentale. Oui. L'Espagne, le Portugal, la Grèce, ces pays-là en 20 ans
on franchit un développement énorme au niveau économique Avant et de on rejoint véritablement l'Union européenne. Avant de retomber dans la crise. Mais c'était une crise qui est transitoire, ils se sont sortis de sa crise grâce aussi à l'Union européenne. La Grèce aussi est en difficulté. Toujours. Le mur de Berlin est tombé en 89 et l'Europe s'est retournée vers ses voisins de l'Est. Oui. Et donc l'Allemagne a fondé son renouveau industriel sur des délocalisations majeures au niveau de l'Europe de l'Est, mais aussi a gagné en compétitivité, et ce qui fait d'elle aujourd'hui le troisième exportateur mondial. Le troisième round, juste après les années 90, s'est passé en Asie. Et là, malheureusement, on n'avait pas notre place, parce que la taille du marché asiatique, en particulier le marché chinois, mais indien aussi. Indien, mais également des dragons et des tigres. Le Vietnam. Ça fait 3 milliards d'habitants. Aujourd'hui, cette troisième grande évolution économique nous a échappé. Par contre, la prochaine grande évolution économique, elle est à nos portes. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Est-ce que nous sommes prêts, justement? Et là, par contre, il faut qu'on soit prêt. On a beaucoup. Moi, je suis fier d'avoir participé de 2014 à 2016 au niveau du Forum des chefs d'entreprise à mettre en avant cette dimension africaine et surtout cette ambition africaine pour l'Algérie. On a un destin africain. Il faut qu'on l'assume. Il faut mettre en place, et cette transformation économique va faire en sorte pour qu'il y ait des champions en Algérie, pour qu'il y ait des filières en Algérie qui puissent aujourd'hui avoir la taille critique pour aller sur ces marchés-là, que ce soit africain. Et quand vous avez, quand je le disais tout à l'heure, le plus grand pays africain avec 7 frontières, il n'y a aucun concurrent à l'Algérie pour être au-devant de la prochaine grande transformation économique au niveau mondial qui s'appelle l'Afrique. L'Afrique avec ses 900 millions d'habitants, bientôt 1 milliard. Et donc c'est un grand défi. Monsieur Salah Eddine Abdessamad, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions sur la PME, sur l'économie algérienne et même sur l'économie internationale. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de concertation pour le développement de la PME. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Là, on se retrouve Inch'Allah dans le futur pour parler toujours de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un autre débat sur un autre sujet. Ça sera l'architecture. Au revoir et à très bientôt.